Monsieur Pascal Dalloz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur financier et responsable de la stratégie chez Dassault Systèmes. Depuis quand? Depuis 19 ans. Et officiellement depuis CFO, depuis le début de l'année, depuis le 2 février exactement. Alors, nous sommes heureux chez Hibou de vous recevoir et nous allons essayer d'avancer dans notre compréhension de Dassault Systèmes. Est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps nous expliquer ce que vend votre société? Dassault Systèmes, notre marché c'est l'innovation. C'est à la fois qui on est et ce que l'on vend. Et la façon de vendre cette innovation, c'est d'adresser les entreprises qui dépensent beaucoup en recherche et développement, qui ont besoin de produire cette innovation pour se différencier, pour gagner des parts de marché, pour être plus compétitive. Et la façon dont on le fait en digitalisant les objets. Donc si vous regardez l'histoire de l'informatique, vous avez des grands éditeurs qui ont digitalisé les documents, c'est le monde Office. Vous avez des grands éditeurs qui ont digitalisé les transactions, c'est le monde de l'ERP. Nous, on a digitalisé les objets, et en commençant par les objets les plus compliqués, les avions, les bateaux, les villes aujourd'hui, les cellules, si vous prenez l'ensemble des objets. Un objet digital a ceci d'intéressant, c'est qu'il a des propriétés, donc vous pouvez simuler des choses en avance. Ça vous permet d'évaluer les différentes options en tant que concepteur, en tant que personne ayant à réaliser de l'innovation. Ça vous permet de partager votre savoir avec d'autres. Et aujourd'hui, on innove pas tout seul, on innove en groupe ou en écosystème. Ça permet également de se confronter à la certification, au métier, en s'assurant que les gens qui ont besoin de vérifier, de donner des approbations, puissent avoir des tests virtuels. Et ça permet également d'imaginer toutes les solutions possibles avant même de produire le premier exemplaire, avant même de faire une maquette physique. Voilà comment ce que l'on vend aux sociétés. Et alors vous vendez ça à travers des logiciels. Est-ce qu'il y a un type de logiciel ou plusieurs types de logiciels? Alors on vend des logiciels et une plateforme. Logiciels également. Des logiciels métiers, une gamme dédiée à la conception qui s'appelle CATIA ou qui s'appelle SolidWorks pour le marché de la conception générale, mécanique générale. Une gamme dédiée à la production, à la fabrication qui s'appelle Delmia. Une gamme dédiée à la simulation, au test, au calcul, à la vérification qui s'appelle Simulia. Et tout un tas d'autres gammes qui, vous prenez l'ensemble des métiers de l'entreprise, vous allez retrouver. Et on a une plateforme parce que toute cette information, elle a besoin d'être stockée, d'être analysée, d'être gérée, d'être distribuée. Cette plateforme s'appelle la 3D Experience Platform. Et pourquoi elle s'appelle la 3D Experience Platform? Parce qu'elle gère l'objet digital en 3D. Et puis elle permet de se confronter à l'usage final en faisant en simulant la consommation du produit par un client, en regardant comment ce produit peut être fabriqué dans l'usine, en regardant quelles sont les contraintes de l'usine que le concepteur doit prendre en compte. Donc on appelle ça cette expérience des métiers qui doit être partagée. C'est ça, la 3D expérience permet de partager ces différents logiciels, ces différents métiers. Et alors, quand on va sur votre site, on voit que vous parlez également d'une place de marché 3D expérience. Est-ce que c'est un pas de plus que la 3D expérience? Alors, ce n'est pas un pas de plus, mais c'est une autre dimension de cette plateforme. Cette plateforme, elle permet de faire deux choses. Elle permet à la fois pour nos clients de développer, d'imaginer, de produire leurs futures offres. Et elle permet également d'organiser les écosystèmes avec lesquels il faut travailler. La marketplace permet ceci, elle permet à la fois d'aller chercher des compétences dont on ne dispose pas forcément en interne, de les connecter, de travailler comme si c'était quelqu'un qui était dans l'entreprise, d'aller chercher un fournisseur qui n'est peut-être pas référencé, d'aller chercher également toute personne qui peut vous aider dans le cadre des activités que vous avez à faire. Donc c'est une autre dimension de la 3D Experience.
plateforme. Et est-ce que vous êtes la seule plateforme sur le marché en logiciel 3D? Alors aujourd'hui, oui, on prétend être la seule plateforme. On a des compétiteurs, évidemment, qui ont des gammes de produits parfois équivalentes, mais en tout cas, aucun d'entre eux n'a la complétude de notre offre et aucun d'entre eux n'a cette plateforme. Parce que cette plateforme, elle a quelque chose de caractéristique. Elle permet de faire deux choses à la fois. Elle permet de digitaliser l'objet par la modélisation et la simulation, et elle permet de connecter l'ensemble des big data, entre autres lorsque cet objet est connecté. Et c'est une seule et même plateforme. C'est pour ça que nos clients l'adoptent, parce qu'elle permet de répondre à ces deux exigences. Et alors, en termes d'utilisation par les clients, la majorité de vos clients, ils sont encore ceux qui achètent un logiciel comme CATIA, ou ils sont presque tous utilisant la 3D Experience, ou est-ce qu'ils utilisent en plus la plateforme pour aller chercher des aides, des fournisseurs extérieurs? Oui. Alors aujourd'hui, dans le développement et le déploiement de ces stratégies, on a 25% des clients, 25% de notre base installée, qui utilisent la 3D Experience Platform. Autrement dit, il y en a 75% qui ne l'utilisent pas encore. Bon, elle a été mise sur le marché il y a un peu moins de 5 ans, et on a démarré par l'adoption par les grands clients de référence. La plus belle des références qu'on ait signées récemment, c'est Boeing, sur un contrat de plus de 30 ans pour le déploiement de cette plateforme à l'ensemble de ses activités. Ensuite, ce qui veut dire que du coup, on a un certain nombre de clients qui continuent d'utiliser nos outils et nos applications par domaine. Et si on regarde sur la place de marché, c'est un service qu'on a ouvert cette année, en début d'année. Et on commence aujourd'hui à voir les premières références, que ce soit des startups qui utilisent ceci parce que c'est très pratique pour eux. Typiquement des sociétés qui fabriquent des drones et qui ont besoin de trouver un fabricant en Chine pour faire la coque externe par exemple. Ou de grandes entreprises qui cherchent à avoir une flexibilité dans leurs partenaires et dans leurs moyens de production. Et est-ce que vous considérez que l'utilisation de vos produits procure à vos clients un avantage concurrentiel? Alors, c'est un facteur clé de succès plus qu'un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce que c'est souvent un débat qu'on a avec les clients. Si c'est un avantage concurrentiel, la tentation d'avoir une exclusivité est grande. Si c'est un facteur clé de succès, il faut en avoir la maîtrise pour pouvoir créer sa différenciation. Ce que l'on fait, nous, c'est qu'on fournit des outils, on fournit des technologies, mais la mise en œuvre de ces outils, il y a mille et une façons de le faire, et selon les clients, selon leur secteur, selon leur stratégie, ils sont parfois utilisés de manière différente. Donc, par contre, en revanche, on est un vrai levier de compétitivité. Compétitivité parce que ça permet de faire des offres innovantes, et compétitivité parce que ça permet d'avoir une création, une production qui est bien supérieure en utilisant les moyens existants. Donc on joue sur les deux leviers. Et alors, quels sont les secteurs, les sociétés, enfin, plus les secteurs qui sont clients d'Assosystèmes? Et dans quelle partie du monde vendez-vous vos produits? Alors historiquement, les premiers clients ont été tous ces clients qui avaient des objets mécaniques complexes. Donc vous allez retrouver l'automobile, l'aéronautique, la construction navale, les grands équipements industriels, la machine-outil. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient besoin de gérer la complexité de l'objet et dans un modèle où cette conception était distribuée. Sur un avion, par exemple, vous avez parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent simultanément. Et c'était une complexité difficile. On s'est progressivement diversifié vers des industries où la complexité venait davantage du processus. L'exemple de la mode, par exemple, est assez illustratif. Le produit est relativement simple. En revanche, entre le premier coup de crayon du styliste et la disponibilité du produit en magasin, il se passe 3 mois. C'est un système de collection permanente, dont dans un magasin de type Zara ou H&M, vous avez 80% des produits qui ont moins de 3-4 mois d'existence. Et puis, vous avez plusieurs milliers de personnes que vous devez coordonner sur ce concept de collection permanente. Donc, cette complexité, elle est liée davantage au process.
Et elle touche les industries plutôt de la grande consommation, des produits de consommation courante, la high-tech, et puis je dirais également les produits de type pharmaceutique. Et ensuite, on s'est progressivement diversifié, et là c'est plus récent, ça date de 4-5 ans, on s'est diversifié vers des industries où la complexité elle est portée par le fait que vous avez le produit et puis vous avez son environnement. Et en fait, l'environnement d'utilisation est plus compliqué que le produit lui-même. Le meilleur exemple de cela, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'énergie. Installer une centrale nucléaire, c'est compliqué d'un point de vue ingénierie, mais ils mettent l'ensemble des sécurités nécessaires autour, compte tenu de l'environnement et compte tenu des risques de cet environnement et d'une complexité supérieure. Et donc, on s'est diversifié vers ces industries de l'énergie, encore une fois, des sciences de la vie au sens large du terme. Et aujourd'hui, on adresse 12 secteurs industriels. Le plus premier, qui est notre secteur historique, qui concerne encore 40% du chiffre d'affaires, et puis le reste est les industries dites de diversification. À la question de où dans le monde. Oui, dans quelle partie du monde vendez-vous le plus? Donc aujourd'hui, on vend dans 140 pays. Et pour donner des ordres de grandeur, l'Europe représente encore la majorité, avec une quarantaine de pourcents, même légèrement plus. Et ensuite, vous avez les États-Unis et l'Asie, les Amériques, parce que c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, pour un peu plus de 25%, et puis l'autre partie est en Asie, avec principalement le Japon, la Chine, la Corée, la partie sud de l'Asie également. Et alors, vous êtes tout de même une société qui n'est pas très ancienne, comme pourrait l'être Air Liquide. Et donc, commercialiser vos produits dans le monde entier, ça ne doit pas être très simple. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, historiquement, on a démarré en ayant un partenariat avec une grande société informatique américaine qui s'appelle IBM. Et ça remonte à 30 ans. Et la raison, c'est que IBM, à l'époque, vendait du matériel très sophistiqué, qui s'appelait les mainframes, les grands systèmes, et cherchait des applicatifs qui tiraient parti des capacités de calcul et graphique de ces machines. Donc on a démarré une relation avec IBM où on était presque le faire-valoir d'un matériel très sophistiqué. Et puis progressivement, et c'est un peu l'histoire de l'informatique, la valeur a migré progressivement des matériels vers les logiciels. Et on a bénéficié en fait du réseau de distribution d'IBM, de la réputation d'IBM, qui était quand même la plus grande société informatique il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et ça nous a permis d'établir des positions très solides dans le monde sur des secteurs industriels divers. Il y a 6 ans, maintenant 7 ans, compte tenu des stratégies des différentes entreprises, on est arrivé à un point où on avait autant de capacités de vente que notre principal partenaire, qui s'appelait IBM. On avait également tout un tas de domaines d'activité où IBM ne commercialisait pas nos produits. Et donc on a changé cette stratégie et on a racheté les activités de vente d'IBM sur nos propres produits. Et aujourd'hui, on a le contrôle complet de notre distribution. Quand on regarde nos distributions, 50% du chiffre d'affaires est fait par nos forces de vente directes. Et vous avez 50% qui est fait par 2 canaux de vente indirects et qui sont à parité, c'est-à-dire que chacun représentant 25%. Le premier ciblant des entreprises plutôt de 1 à quelques milliers d'employés et le deuxième ciblant des sociétés plutôt de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'employés. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir 250 000 clients dans le monde. Ah oui, 250 000, oui, c'est considérable. Et est-ce que vous utilisez, est-ce que pour vous, les relations avec les sociétés de services informatiques sont importantes? Elles deviennent de plus en plus. Et la raison, c'est que, puisque l'on a d'ores et déjà cette plateforme, elle a besoin d'être mise en service, d'être déployée, parfois d'être adaptée. Et c'est là où le rôle des intégrateurs, le rôle des sociétés de services, comme Capgemini, Accenture, Deloitte, joue un rôle essentiel parce qu'elle nous permet d'avoir cette capacité de mise en œuvre que l'on n'a pas forcément en interne. En tout cas, si on regarde tous les projets que l'on doit délivrer et fournir, nous n'avons malheureusement pas l'ensemble des compétences nécessaires. Aujourd'hui, pour donner quelques ratios, on a
un peu moins de 6-7% du chiffre d'affaires qui est généré par ces grands intégrateurs de systèmes qui ont des relations avec plein de clients dans le monde, hein, parce qu'ils ont des projets, ils portent eux-mêmes des projets et ils nous amènent avec eux. En revanche, on a 30% du chiffre d'affaires qui est fait en direct, qui est fait de manière conjointe avec ces grands intégrateurs. C'est-à-dire eux sont partie prenante de l'équation puisqu'ils apportent la partie service associée. Et vous avez dit qu'il y avait eu une migration de la valeur autrefois des ordinateurs, des mainframes, vers les logiciels. Est-ce qu'il y aurait un risque de migration de la valeur des logiciels vers les intégrateurs? Alors ce que l'on voit aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Vous avez toute cette tendance qui dit le software devient un service, mais au fond c'est un service en ligne, c'est-à-dire qu'il n'est plus packagé dans un produit que l'on envoie par la poste ou qu'on fait parvenir physiquement. Il est accessible à travers le réseau comme n'importe quel service Internet. Il y a une tendance aussi qui est que ces services eux-mêmes deviennent software. C'est-à-dire ce qui autrefois était manuel, nécessitait beaucoup d'interventions humaines, grâce à l'intelligence artificielle, deviennent de plus en plus automatiques et automatisables. Donc la tendance est plutôt le monde de l'algorithme, le monde du logiciel capture cette valeur. En revanche, j'ai envie de dire, c'est qu'elle n'est pas déshumanisée, c'est-à-dire à la fin, il y a toujours une personne pour utiliser le logiciel ou pour le mettre en œuvre ou pour décider avec. Vous avez dit que vous aviez 250 000 clients. Est-ce que vous mesurez la fidélité de vos clients? C'est-à-dire, on imagine que la beauté de votre métier, c'est qu'une fois que vous avez entrepris une collaboration avec une entreprise, vos logiciels font partie du process de production de manière, je veux dire, ils ne peuvent plus être remplacés. Et donc, est-ce que ça crée une fidélité? Et est-ce que vos clients s'ajoutent les uns aux autres ou est-ce qu'il vous arrive d'en perdre? Alors, ce que vous avez dit est effectivement très pertinent, c'est qu'il y a une intimité entre ce que l'on fait et le métier de nos clients. Puisque ce que l'on stocke dans notre plateforme, c'est les savoirs et les savoir-faire. Donc une fois que vous avez stocké les savoirs et les savoir-faire de votre entreprise, il y a quand même une dépendance, en tout cas, qui se crée. Mais la vraie mesure de fidélité, je veux dire, on a deux façons de l'apprécier. La première, c'est on signe de plus en plus des partenariats qui s'inscrivent dans la durée. Celui qu'on a signé avec Boeing l'année dernière, c'est une collaboration pour les 30 prochaines années. Sachant qu'on a collaboré avec eux déjà depuis 30 ans. Donc c'est vous donner un peu les horizons de temps. Et pourquoi? Parce que, d'ailleurs quand je dis ça, souvent on me dit « mais pourquoi diable Boeing est allé se contraindre à travailler avec vous pour les 30 prochaines années ?» Et je dis « je ne sais pas quel des deux est contraint en définitive. » Puisque pour inventer les avions de demain, il faudra bien développer les outils qui n'existent pas encore. Et ça, c'est notre métier. Autre exemple, on a signé plus récemment, il y a quelques semaines, un grand contrat de collaboration avec EDF. C'est un contrat sur 20 ans. 20 ans parce que les cycles de l'industrie sont longs et ces cycles de transformation sont longs. La deuxième chose, c'est que comme on apporte et on digitalise les savoir-faire, les savoirs de mise en œuvre des employés, des opérateurs, ça rend nos logiciels beaucoup plus difficiles à remplacer. Parce qu'il est relativement facile de remplacer la technologie. Changer la façon dont vous travaillez est beaucoup plus compliqué et surtout plus long. Et dernier élément, on apprécie en fait cette fidélité par l'alignement de nos visions stratégiques. C'est ça l'enjeu pour nous. Alors après, on a des indicateurs beaucoup plus financiers puisque nos clients s'acquittent d'une redevance annuelle pour l'utilisation de nos technologies et comme toutes ces sociétés de technologie, on mesure les taux de désabonnement et aujourd'hui on est inférieur à 1%. C'est ça, vous avez une récurrence très impressionnante. Oui, qui oscille entre 72 et 75% du chiffre d'affaires selon les trimestres. Et alors, adossé à cette récurrence, votre société a eu depuis 10 ans une croissance de ses ventes et de ses bénéfices. Et alors, quelle a été cette croissance, si on pouvait donner un taux de croissance moyenne annuelle? Oui. Bon, notre schéma
en fait, stratégique, il est simple, c'est un doublement tous les 5 ans. Et si vous regardez l'histoire de Dassault Systèmes, on double tous les 5 ans EPS, enfin bénéfice par action ou chiffre d'affaires. Donc ce qui nous amène à un taux de croissance moyen par an de 15%. Après, cette croissance, elle évolue d'une période à l'autre sur une croissance plus organique ou une contribution un peu plus forte des acquisitions, de la croissance externe. Et quelle est la rentabilité des capitaux propres de Dassault? Et puis, quelle est la rentabilité des capitaux investis? C'est-à-dire, est-ce que la rentabilité des capitaux que vous investissez est-elle différente de la rentabilité de la totalité de vos capitaux propres? C'est une excellente question. Alors la rentabilité des capitaux propres, en moyenne, elle est de l'ordre de 20% par an. Et elle est relativement stable d'une année sur l'autre. La rentabilité des capitaux investis, elle a tendance à converger. Pourquoi? Parce qu'on est dans un métier où il faut créer sa propre obsolescence. Et au fond, c'est pas un métier capitalistique, le logiciel. Ce qui coûte le coût vient des individus et des talents. Et au fond, que vous ayez 1000 personnes ou 10 000 personnes, ne fait pas vraiment la différence, il faut avoir les bons. Donc la capacité de réinvestissement et le retour sur investissement, qui est quand même intrinsèque à notre modèle, il est convergent avec les capitaux employés. Il est vraiment convergent. Alors, vous avez dit quelque chose de vraiment très intéressant, c'était que les talents, c'était un élément clé de la réussite de votre entreprise. Et alors, comment est-ce que vous faites pour les recruter? Est-ce qu'ils ne seraient pas par hasard plus attirés par des noms plus connus, je ne sais pas, comme Google? Alors, on n'a rien envie. Google ou Facebook n'ont rien à nous envier. Je vais le dire dans ce sens-là. Pourquoi? On est 16 000 employés chez Dassault Systèmes, 16 000 talents. Vous avez 85% d'entre eux ont Bac+5, 32 ans de moyenne d'âge. Donc on est dans un profil qui est très similaire aux sociétés que vous venez de mentionner. Notre différenciation, elle vient d'où? Elle vient des métiers et des formations. Nous, on recrute beaucoup de jeunes talents qui viennent de la formation des mathématiques appliquées. Autrefois, il y a quelques années, notre principal compétiteur, c'était les métiers de la finance. Mais avec le retournement, je dirais, on est relativement favorisé aujourd'hui pour ces recrutements. La deuxième raison, c'est on a une forme de, ce qu'on appelle ça chez nous, une raison d'être. Et au fond, tout ce que l'on fait vise à une chose. Alors, on a cette signature, on dit harmoniser nature, produit et vie, pardon. Mais pour faire assez simple, le monde virtuel, la mise au point, l'optimisation dans le monde virtuel a des impacts dans le réel. Autrement dit, si vous faites des voitures qui consomment moins ou qui consomment plus, vous avez une empreinte sur la transition écologique, et on ne servira pas les 7 milliards d'individus qu'on a aujourd'hui comme on a servi les 3 milliards précédemment. Donc c'est devenu aujourd'hui une principale source d'innovation pour l'entreprise et la société au sens large. Et donc cette raison d'être, elle est attractive pour les jeunes talents, puisqu'ils veulent pratiquer les mathématiques appliquées sur un métier qui est porteur de sens et qui est aujourd'hui en devenir. On équipe aujourd'hui, quand je fais mes calculs, on équipe 12%, 13% du marché que l'on doit équiper in fine. Pour revenir à la finance, si on regarde votre bilan, ce qui est frappant pour une société aussi rentable que vous, c'est que vous ayez aussi peu de dettes et que vous gardiez autant de trésorerie dans votre bilan. Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons? Oui, bien sûr. La trésorerie, pour nous, est un élément qui permet d'acquérir des talents. D'ailleurs, si vous regardez, on génère en moyenne plus de 700 millions, 800 millions de cash flow opérationnel par an. Et les 2 tiers sont réinvestis.
Mais pour que le réinvestissement se fasse, il faut identifier les bonnes équipes, les bonnes technologies. Et ça, il ne suffit pas de le décréter, il faut trouver, il faut aller convaincre. La plupart des sociétés qui nous rejoignent sont des sociétés qui ont été créées par leur fondateur et le fondateur est encore à la tête. Donc s'il nous rejoint, ce n'est pas uniquement pour la valeur de ce qu'on lui apporte financièrement, mais également pour le dessin du projet dont il a été l'instigateur et jusqu'où on peut l'amener, comment on peut distribuer son produit le plus globalement possible, quelles sont les nouvelles technologies qu'on peut lui apporter. Et ça, c'est une stratégie qui prend du temps. La deuxième raison, c'est qu'on utilise, nous, le levier de la croissance externe pour étendre les marchés accessibles. Ce n'est pas pour consolider des positions. La consolidation des positions, elle coûte trop cher dans nos secteurs parce que gagner des parts de marché de manière organique, quand on est supérieur, coûte bien moins cher que d'aller les acheter. D'autant plus que, compte tenu des multiples aujourd'hui, on est sur des rentabilités des retours sur investissement qui sont très longs. Donc cette trésorerie qui est importante, puisque effectivement aujourd'hui on a 3 milliards de cash, on a 1 milliard de dettes, donc ça fait 2 milliards en situation nette. Ce potentiel sera utilisé dans les années à venir pour faire des acquisitions et étendre le périmètre de ce que l'on fait. Ça veut dire que vous êtes éventuellement prêt à faire une croissance externe importante, une acquisition importante, ou vous êtes plutôt dans l'optique de faire une série d'acquisitions moyennes ou petites? Les deux schémas sont envisageables. En fait, d'abord, ça fait partie intrinsèquement de notre modèle. Quand on croit à 15%, si on regarde et qu'on analyse un peu cette croissance, vous avez 10% qui est organique et vous avez 5% qui vient des acquisitions cumulées au fur et à mesure du temps. C'est à peu près ça les ordres de grandeur aujourd'hui. Donc c'est intrinsèque à notre modèle et acquérir n'est pas une question de taille, c'est une question encore une fois de talent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter une base installée de clients, d'acheter même des technologies. Il s'agit d'avoir des gens qui décident de nous rejoindre pour faire la génération 1, 2, 3, 4, 5 des produits. Et si vous n'avez pas cette capacité à réinventer en permanence, au fond, progressivement, on a cette formule chez nous, vous mourrez en bonne santé, c'est-à-dire vous n'avez plus d'innovation, mais vous avez un business qui se porte bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous occupiez à peu près, si je me souviens bien, 12 ou 13% de votre marché. C'est-à-dire que vous estimez la taille de votre marché aujourd'hui, à peu près, si on devait raisonner en milliards d'euros, à combien? Et quelles sont, à votre avis, ces perspectives d'évolution? Alors, il y a plusieurs... Quand je vous ai donné ce taux de 12-13%, c'était le taux d'équipement des entreprises qui, potentiellement, sont des cibles pour nous. Donc, on distingue toujours le marché potentiel du marché adressable. Aujourd'hui, notre marché adressable, il est de 28 milliards d'euros sur les fameuses 12 industries et les 140 pays. Et ce que l'on voit, c'est que tous les 10 ans, on est capable de le doubler. Donc le prochain plan stratégique, qui démarrera dans quelques temps, il a vocation, lui, à nous amener sur un marché adressable de l'ordre, en tout cas, de plus de 50 milliards. Et sur ce marché aujourd'hui qu'on définit, qui est de l'ordre plutôt d'une trentaine de milliards, le marché aujourd'hui sur lequel on est présent, bon, on fait 3,5 milliards. Donc vous voyez, vous avez le rapport. Et donc 3,5 milliards sur ce marché. Et quelle est la place d'Asso Systèmes? Je veux dire, quels sont vos principaux concurrents? Est-ce que vous considérez que vous êtes un leader de très loin par rapport aux autres? Alors, la première des constatations, c'est que si vous regardez l'éventail de ce que l'on fait, vous n'allez pas trouver un seul de nos compétiteurs qui a exactement le même périmètre. En revanche, sur les différentes activités que l'on a, vous allez trouver des compétiteurs spécifiques. Si je prends les métiers de la conception, vous allez y retrouver un certain nombre de compétiteurs allemands ou américains. Pour la plupart étaient américains d'ailleurs à l'origine. Et aujourd'hui, on est de loin le leader. On a 2 fois plus de parts de marché que le numéro 2. Si on regarde, et ça c'est vrai sur les métiers de la conception,
C'est vrai sur les métiers de la fabrication également. C'est pas vrai encore dans les métiers de la simulation. C'est un métier sur lequel on a un acteur, un compétiteur qui a des positions mieux établies que nous, mais aujourd'hui on a une dynamique qui est bien meilleure puisqu'on croît 2 fois plus vite que lui, donc on espère que les courbes se croisent d'ici peu. Maintenant, si je regarde et je fais la somme du tout, on est de loin le principal acteur et le suivant a effectivement 2 fois moins de parts de marché. Et est-ce que cette dominance en termes de parts de marché, est-ce que vous considérez que dans le domaine du logiciel, ça vous apporte un avantage concurrentiel, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres industries, ou est-ce qu'on peut voir l'émergence de jeunes pousses qui viendraient avec des produits pouvoir prendre des parts de votre marché? Alors la réponse, il y a les deux. C'est-à-dire que tous les 10 ans, notre marché se redéfinit. Et donc tous les 10 ans, on laisse la possibilité, d'une certaine manière, à des nouveaux entrants qui arriveraient avec une proposition de valeur différente, de venir changer les règles du jeu. Mais on est né de cela. Donc on sait, quelque part, on est comme un peu ces sociétés. Je qualifierais moi Dassault Systèmes d'une start-up internationale. Vous avez encore à la tête les gens qui l'ont créé, et on a gardé chez nous cette capacité de recréer en permanence. Comme je disais, un logiciel, ça ne s'use pas, techniquement. Il n'y a pas de vieillissement du logiciel. Il peut se démoder, il peut devenir une commodité. Donc l'exigence que l'on a dans nos métiers, c'est l'investissement permanent et l'invention permanente. Et on a une certaine chance, c'est que nos clients sont souvent les grands départements d'ingénierie, et eux-mêmes sont très exigeants par rapport à nos demandes, à leurs demandes, et ils mettent des contraintes d'invention sur nous qui sont assez fortes. Donc on est dans ce cycle d'investissement permanent qui fait que oui, il y a la place, mais d'une certaine manière, on est un compétiteur sérieux également pour les startups qui rentrent. Ensuite, la part de marché, elle donne bien évidemment des effets de levier, principalement sur le commerce. Parce que quand vous avez un réseau de distribution et que vous avez un chiffre d'affaires établi, bon, ça permet d'avoir une empreinte et une surface et une couverture de marché qu'il est difficile pour une start-up d'avoir, en tout cas, dès le début. Ça, c'est passionnant. Alors, si vous faites une acquisition d'une société plus petite, effectivement, tout de suite, vous pouvez donner de l'ampleur à ces produits grâce à votre réseau mondial de commercialisation. Alors récemment, vous avez acquis une société, et est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler pour qu'on comprenne un peu votre stratégie de croissance externe? Vous avez acquis une société qui s'appelle Centric Software. Exactement, donc cette société, elle est basée aux États-Unis, société qui adresse un segment du marché qui est intéressant, c'est le segment de la mode. Et je dirais plus généralement toutes les industries qui lancent leurs produits par collection. Et c'est un marché qui est très en retard en termes d'équipement. Si je le compare avec des industries plus avancées, comme l'aéronautique, dans ce que l'on fait, c'est des industries qui ont plutôt une dizaine d'années de retard. Or, parce que la digitalisation est en train de se généraliser dans cette industrie, cette société, elle est aujourd'hui dans une très bonne dynamique, et elle a construit une offre qui est verticalisée, qui est adaptée spécifiquement pour ce segment. Donc, cette société aurait pu continuer de décider de rester dans son mode actuel et de se développer de manière pérenne. Sauf qu'à un moment donné, il faut adresser le marché mondial, il faut adresser des grandes entreprises et des petites entreprises, et il faut arriver à ce que cette innovation elle soit diffusée le plus largement pour devenir un standard. Et c'est là, nous, on rentre en jeu, puisqu'on est capable, comme vous l'avez très justement dit, par l'adossement d'offrir ces capacités de distribution et de couverture mondiale des marchés. La deuxième raison, c'est qu'ils ont verticalisé leur offre par rapport à un segment, mais on voit aussi beaucoup d'autres innovations qui viennent d'autres secteurs et qui pourraient être pertinents pour ce secteur de la mode. Par exemple, aujourd'hui, le secteur de la mode conçoit peu de produits en 3D. C'est souvent du dessin à plat, et c'est des découpes à plat, et ensuite on fabrique les vêtements. Or, on voit aujourd'hui des nouvelles techniques de fabrication textile avec de l'impression 3D qui
permet non plus de faire du tressage ou du filage, mais qui permet de faire des formes automatiquement par dépose de matière. Et ça donne un nouvel espace d'innovation. Ça, ce sont des technologies qu'on maîtrise parfaitement pour des secteurs d'activité comme l'automobile, ou la construction, ou la machine-outil. Et c'est des transferts de technologies qu'on peut faire également dans ces industries. Donc c'est l'autre volet de notre rapport à des sociétés qui nous rejoignent. Alors, cette croissance externe ajoutée à votre croissance organique, vous estimez que ça devrait vous permettre d'avoir une croissance dans la durée de l'ordre de 15% par an, Oui. à la fois du chiffre d'affaires et des bénéfices, mais est-ce qu'il y a une cyclicité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments où l'investisseur peut craindre un ralentissement temporaire de cette croissance? Par exemple, en cas de crise économique, est-ce que ça a été le cas en 2008-2009? Alors, ça a été le cas, mais je dirais qu'on est de moins en moins sensible à cela. Pourquoi? Parce qu'en ciblant 12 secteurs industriels, on a diversifié nos cycles d'investissement. Autrefois, on avait une très grande dépendance sur le cycle d'investissement industriel. Aujourd'hui, on a une part croissante de notre chiffre d'affaires qui dépend du cycle de la consommation ou du cycle d'investissement dans les grandes infrastructures. Typiquement, nos logiciels sont utilisés par les grandes villes. Et le cas emblématique est l'État-nation de Singapour, qui a digitalisé l'ensemble de sa ville et de son État pour avoir un modèle numérique de sa ville, pour pouvoir faire de son territoire un territoire innovant. Donc en diversifiant les différents cycles, on a d'une certaine manière contenu un peu ce risque. La deuxième diversification que l'on a fait, c'est géographique. Et on voit bien que dans le monde, il y a toujours un endroit où il y a de la croissance. Et l'avantage d'avoir un produit qui est numérique, c'est que la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est déplacer des compétences. Vous n'avez pas d'usine à construire spécifiquement pour ce marché-là, vous n'avez pas d'entrepôt, de système logistique à mettre en place. C'est beaucoup plus facile. Et on a gardé cette fluidité. Maintenant, il y a quand même un point, on est dépendant des grands cycles technologiques. Et on a mis sur le marché la 3D Experience Platform il y a quelques temps, et on voit maintenant le marché adopter ces technologies-là. Et ce cycle d'adoption a un impact pour nous parce que quand l'adoption commence à se faire, c'est là où on voit l'accélération progressive de la croissance organique. Donc j'ai envie de dire, c'est moins des éléments exogènes, c'est davantage des éléments endogènes par rapport à notre propre cyclicité produit et technologique, qui est, à mon avis, ce que l'investisseur doit surveiller. Là, on est dans un cycle plutôt ascendant. Et alors justement, l'impression qu'on a, quand on regarde les choses de loin, sur les 10 dernières années, c'est qu'avant, on se dit que vous vendiez peut-être plus vos produits une fois pour toutes, sous forme de logiciel, et que progressivement, vous êtes passé à un modèle plus d'abonnement. C'est l'impression que l'on a. Est-ce que ça a eu un effet sur votre croissance, ce changement un peu de mode de commercialisation? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, le monde du logiciel, à ce site précis, c'est qu'on ne vend pas un produit, on vend un droit d'usage. Et bien nous en a pris parce que ce que l'on met, nos produits, c'est ni plus ou moins que de la propriété intellectuelle qui est mise dans du code. Donc si vous cédez une bonne fois pour toutes votre propriété intellectuelle, il faut la céder vraiment très cher. Pour avoir une utilisation généralisée, ce que l'on fait, c'est qu'on cède un droit d'usage de l'utilisation de notre propriété intellectuelle. Et ça donne lieu à des récurrences de revenus annuels, puisque cette propriété intellectuelle, au fur et à mesure du temps, elle évolue, et nous, on l'enrichit et on continue d'alimenter par de l'innovation. Donc le monde du logiciel a quand même ceci de très différent par rapport au monde du produit classique, c'est que vous ne vendez pas une bonne fois pour toutes. Et ça lisse votre croissance. Oui, et d'ailleurs, il n'y a jamais transfert de propriété. La deuxième chose, c'est que vous avez des industries qui ont des comportements d'achat qui peuvent être différents. Certains sont plutôt des industries d'investissement, de CAPEX, et d'autres sont plutôt des industries de coûts et de coûts opérationnels, d'OPEX. Et donc, nous, on a offert cette capacité d'avoir les deux. Alors, un exemple d'industrie qui utilise beaucoup plus nos logiciels et avec une facturation de type souscription, de type abonnement, c'est l'industrie aéronautique.
Et la raison, c'est que eux sont dans des cycles qui sont à géométrie variable, c'est-à-dire pendant quelques années, vous pouvez avoir des fortes pics et des fortes charges sur les départements d'ingénierie, et progressivement, la charge va se déplacer vers la partie fabrication, ce qu'on appelle les ramp-up de production, et après, on aura la maintenance et la mise en service des avions. Et donc, pour gérer cette flexibilité, eux préfèrent être dans un modèle locatif, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais aujourd'hui, oui, on a 75% de notre revenu qui est un revenu récurrent, qui chaque année vient alimenter notre chiffre d'affaires. Mais ce revenu récurrent, il est réalisé dans le monde entier. Alors, ça veut dire que vous êtes tout de même dépendant de l'évolution des parités monétaires. Et je voudrais vous poser deux questions à cet égard. La première, est-ce que vous gérez avec par exemple des couvertures, des dérivés, cette évolution potentielle des parités monétaires? La deuxième, c'est où sont vos coûts de production? Parce que si par exemple vous faites 20% de votre chiffre d'affaires, par exemple en yens, bon, si vos coûts sont en yens et que le yen baisse par rapport à l'euro, bon, ça a un impact. Mais si en revanche vos coûts sont en euros et vos recettes en yens, alors là l'impact est multiplié. Bien sûr. Donc il y a deux monnaies qui sont très impactantes pour nous, vous l'avez dit, c'est le dollar et le yen. Sachant que nous reportons nos chiffres en euros. Le dollar, on a une chance, c'est qu'on a à peu près le même niveau de chiffre d'affaires que l'on a de coûts en dollars. Et la raison, c'est qu'on a de nombreuses équipes de développement qui sont aux États-Unis, compte tenu des compétences disponibles sur ce territoire. Le yen, c'est différent. On a effectivement plus de chiffre d'affaires en yens que de coûts. C'est la raison pour laquelle on prend des couvertures. Et ces couvertures, vous les prenez, vous êtes couvert sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en moyenne c'est... En moyenne, c'est 1 an. En moyenne, 1 an. Je voudrais vous poser une dernière question. Votre entreprise est vraiment magnifique, c'est une entreprise française emblématique. Est-ce que vous diriez qu'il y a une culture d'assaut chez Dassault Systèmes? Oui, il y a définitivement une culture, et la preuve en est, c'est que quand des entreprises nous rejoignent, transférer cette culture est parfois un véritable défi. Mais je dirais que ce qui nous caractérise, c'est plusieurs choses. La première, on est entreprenant. Et on est né il y a 30 ans, on était une start-up. Et je crois qu'on a gardé cet esprit start-up. C'est le fondement même de nos métiers, qui est de l'innovation permanente. La deuxième chose, c'est qu'on s'inscrit sur des temps longs. Et c'est d'autant plus possible qu'on a un actionnaire familial qui nous fait confiance et qui nous accompagne également dans ces temps longs. Et pourquoi on a besoin de temps longs? Parce que vous ne pouvez pas prétendre faire la transformation de l'industrie et en vous inscrivant pas dans des temps qui sont de l'ordre de la dizaine d'années. Parce que c'est le temps nécessaire pour transformer une industrie. Et être capable de maintenir un cycle d'investissement sur ces dimensions de temps est juste nécessaire. Donc le côté, on est une start-up, donc qui a la tête dans les étoiles, hein, puisqu'on a besoin d'imaginer, de rêver les choses de demain, mais en même temps, on est des industriels, avec les pieds sur terre, et on va dire le pragmatisme et l'exigence de l'industrie, qui est que tout ce que l'on fait doit être à l'échelle mondiale. Je pense que c'est ce qui nous caractérise. Pascal Dalloz, merci beaucoup. Merci beaucoup.